Merci d'être au rendez-vous d'Économie Le Max sur i24 News. Au programme aujourd'hui, les ravages du climat, urgence mondiale à quelques semaines de la grande conférence de Paris. El Niño menace les récoltes de riz de l'Indonésie, troisième producteur mondial. Va-t-il accentuer le fléau de la pauvreté dans le plus grand pays musulman au monde? Le point dans un instant sur la situation sur l'île de Java. L'innovation Made in Tunisia. À l'heure où la planète s'interroge sur son avenir énergétique, un jeune ingénieur a créé une éolienne d'un genre nouveau. Elle exploite au maximum l'énergie cinétique du vent. Peut-elle s'imposer parmi les reines du renouvelable? Découverte de la Safonienne tout à l'heure. Et avant cela, nous ferons le bilan d'un mois d'octobre pas si mauvais que ça pour les marchés financiers à travers le monde. Était-ce un répit avant un nouveau crack? Laurent Hatchouel nous expliquera où se concentrent aujourd'hui les craintes des investisseurs. Voilà pour le sommaire, soyez les bienvenus. On commence par l'essentiel de l'actu éco du jour. Areva à la une avec la signature hier d'un protocole d'accord qui ouvre la voie à une prise de participation d'un groupe chinois au sein du fleuron de l'industrie française du nucléaire. Une perspective qui fait du bruit dans l'Hexagone. Mais Areva, qui lutte pour sa survie, avait-il le choix? 5 milliards d'euros de pertes l'an dernier et la cession à EDF de l'activité de construction de réacteurs. En Chine, justement, au même moment, François Hollande a tenu à rappeler que la Chine est déjà un partenaire de la France dans le domaine du nucléaire, comme l'a démontré le récent contrat pour la construction d'EPR par EDF au Royaume-Uni. Sur Areva, nous souhaitions que les capitaux chinois puissent être dans Areva. La France, l'État français, prendra lui-même ses responsabilités dans une recapitalisation d'Areva. Et dans le cadre de cette recapitalisation, des capitaux extérieurs, et notamment chinois, avaient leur place, sans que ça atteigne de quelque manière que ce soit notre souveraineté. L'État français actionnaire d'Areva à hauteur de 86% et qui prévoyait d'y injecter 2,5 milliards d'euros. L'entrée du groupe chinois CNNC devrait alléger forcément la facture. Le scandale des moteurs diesel truqués n'en finit plus d'ébranler Volkswagen. On pensait que l'affaire ne concernait que les cylindrées modestes jusqu'à 2 litres. Et bien hier, l'agence américaine de protection de l'environnement a accusé le géant allemand d'avoir également violé les normes d'émissions de gaz polluants pour les moteurs diesel 3 litres, équipant des modèles Audi, Porsche et Volkswagen. 10 000 véhicules seraient concernés aux États-Unis. Une mauvaise nouvelle de plus pour le groupe aux 12 marques, 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Volkswagen qui a démenti toute tricherie pour ses moteurs V6. On reste aux États-Unis avec la signature de Barack Obama sur le compromis budgétaire trouvé la semaine dernière entre démocrates et républicains qui évite à la première économie mondiale une situation de défaut de paiement sur sa dette. L'État fédéral dépensera environ 1070 milliards de dollars pour chacune des 2 prochaines années. Pour le chef de la Maison-Blanche, cet accord apportera croissance, emploi et sécurité aux Américains. En assurant 2 ans de financement, nous allons enfin nous libérer des menaces de fermeture et des solutions de dernière minute. Ça nous permet de planifier un peu pour l'avenir. À un peu plus d'un an de la présidentielle US et de la fin de son second mandat, Barack Obama a tenu à défendre à New York son bilan, son héritage, se moquant au passage, vous allez le voir, des critiques du camp républicain sur son action sur le front économique. Il semble qu'ils vivent une autre réalité. D'après les républicains, tout allait bien en 2008 quand nous traversions la pire crise économique dans notre vie, le taux de chômage augmentait et nous étions désespérément accros au pétrole étranger. Et Ben Laden était toujours en cavale. Apparemment, c'était l'âge d'or. Et j'ai raté ça ? Qu'on se le dise, la normalisation des relations entre Washington et Cuba se concrétise jusque dans le secteur des télécoms. Sprint deviendra ainsi très bientôt le premier opérateur de téléphonie mobile américain à offrir un service d'itinérance directe à Cuba. Un accord a été signé lundi à La Havane avec le monopole local Etesca. Pendant plus d'un demi-siècle, les relations entre nos 2 pays ont été brisées. Et pour moi, ceci est un pas très important qui, j'espère, encouragera d'autres entreprises à faire de même pour la coopération entre 2 pays tels que Cuba et les États-Unis. Et puis c'est le deal du jour. Activision Blizzard, géant américain des jeux pour consoles et PC, rachète King Digital Entertainment, un nom qui ne vous dit peut-être rien. Il s'agit pourtant de l'éditeur du célèbre jeu pour smartphone Candy Crush. Montant de l'opération, il est astronomique, 5,9 milliards de dollars et la naissance sans doute d'un nouveau leader mondial du jeu mobile.
Allez, on va faire le bilan d'un mois d'octobre plutôt serein pour les grandes places financières internationales avec vous, Laurent Chouel. Bienvenue. Bonjour David. Bonjour, vous êtes analyste économique. Alors, on aura noté forcément le rebond du CAC 40 à Paris, plus 10% quasiment. Donc un mois d'octobre pas si mauvais pour les grandes bourses. Comment vous l'expliquez ? Les intervenants sont toujours inquiets à l'approche du mois d'octobre. Pour mémoire, pour rappel, octobre a été le mois où il y a eu les deux plus gros cracks boursiers en 1929 et 2008. Cependant, on sort d'un été chaotique. On s'entend d'un été chaotique. Le mois d'octobre a été bon, plus 10%, et ce grâce à l'action des banques centrales qui ont été présentes. La Fed n'a pas monté ses taux. La Banque Centrale Européenne a eu un discours très dovish et qui a aidé les marchés à monter. Et la Banque chinoise aussi est intervenue en baissant son taux et en mettant en montrant au marché qu'elle allait être présente dans les prochains mois pour, pour aider à digérer le ralentissement de l'économie chinoise. Donc c'est ça que regardent actuellement les investisseurs, la croissance économique mondiale, l'action des banques centrales, donc le quantitative easing en Europe, aux États-Unis, en Chine bientôt, et puis aussi la hausse des taux de la Fed. Donc c'est là-dessus, et la Fed peut-être qui se dit aussi que c'est le moment d'augmenter les taux. Alors plusieurs points. Tout le monde attend la fameuse hausse des taux de la Fed. Ça fait plus de 6 mois qu'elle en parle. On sait que quand elle avait arrêté le quantitative easing, ça avait pris à peu près 6 mois, donc le même type de communication. On arrive à un moment un peu inédit où au mois de décembre, je parlais avec un gros intervenant sur les marchés financiers ce matin. Ils attendent une baisse des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne. Donc quasiment négatif. Le taux déposit est déjà négatif, mais le taux directeur pourrait être négatif aussi. Et le même mois, on aurait une hausse des taux de la Fed, un événement complètement inédit, hausse des taux de la Fed et une baisse des taux de la Banque Centrale Européenne. Qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là, vous pensez ? Surtout pour les émergents, on pense aux pays émergents. Alors, si la Fed monte ses taux doucement, les émergents, la plupart des dettes des pays émergents libérées en dollars. Donc ce qui est important, c'est de regarder le dollar. Si le dollar ne monte pas trop, la Fed aura gagné son pari. Monter ses taux sans faire trop monter sa devise. Et les pays émergents qui connaissent un ralentissement économique pourront digérer cette hausse des taux. La Fed va regarder le dollar. La BCE a comme objectif non affiché la baisse de l'euro. On est toujours dans le thème de la guerre des changes. Plus que dans l'inflation, évidemment, David. Merci beaucoup, Laurent Chouel, pour toutes ces explications. Merci, on en reparlera sans doute. Et on se tourne maintenant vers l'Indonésie. 5% de croissance l'an dernier, 3e producteur mondial de riz, mais des récoltes menacées aujourd'hui par le phénomène climatique El Niño, qui bouleverse ses équilibres atmosphériques, provoquant inondations dans certaines régions et sécheresse dans d'autres, comme l'Indonésie donc, où la faiblesse des récoltes pourrait au final faire grimper le taux de pauvreté. Laura Duhamel. Sur un terrain de terre battue, en Indonésie, des hommes vêtus comme les guerriers d'antan entament un drôle de combat. Ce drôle de combat, c'est l'Ujungan, et il est censé faire venir l'eau. Car à Java, une île qui vit principalement de ses récoltes de riz, la saison des pluies se fait attendre, ce qui précipite de plus en plus d'Indonésiens dans la pauvreté. Nous sommes très inquiets parce que la saison sèche est beaucoup plus longue. Aujourd'hui, toute la terre du village est sèche et incultivable. Nous attendons la pluie pour commencer à planter nos rizières. La faute à El Niño, un phénomène climatique épisodique qui déplace notamment les zones de précipitation. Cette année, les perturbations sont de grande ampleur et les conséquences planétaires. L'Indonésie est le 3e producteur de riz mondial. Le secteur agricole contribue à près de 15% du PIB et emploie plus de 35% de la population active. El Niño menace donc directement son économie. Selon la Banque mondiale, la production de riz pourrait chuter de plus de 2 millions de tonnes. Les prix, eux, augmenteraient de plus de 10%. Je sens que la saison sèche est très longue, précisément cette année. D'ordinaire, à cette époque, nous sommes déjà en train de préparer les graines de riz. Joko Widodo, le premier président indonésien aux origines modestes, avait fait de la réduction de la pauvreté le défi de son mandat. Mais depuis son élection l'an dernier, on compte plus d'1 million de pauvres en plus dans l'archipel. Selon les chiffres officiels, ils sont désormais plus de 28,5 millions pour une population de 250 millions de personnes. Une situation qu'El Niño pourrait bien encore aggraver. Catastrophe écologique et sérieux coup de frein économique sans doute. Nous sommes en ligne avec Lionel Friedfeld, notre analyste financier. Bonjour Lionel. Bonjour David. Est-ce que cette menace El Niño sur les récoltes de riz peut suffire à faire vaciller la croissance indonésienne ? Alors, cette menace est certaine, mais aujourd'hui, l'économie indonésienne est complètement diversifiée. Pourquoi ? Selon le Fonds monétaire international, l'Indonésie est la 16e puissance économique mondiale, notamment après la France et la Grande-Bretagne, mais avant les Pays-Bas et la Turquie, avec près de 890 milliards
de dollars de PIB. En 6 ans, elle a gagné plus de 5 places. Elle fait partie notamment du G20, elle a un taux de croissance notamment de son PIB de près de 6% par an en moyenne, et c'est le pays le plus peuplé, ou fait partie des 5 pays les plus peuplés au monde. Donc ce qui veut dire aujourd'hui, effectivement, il y a cette menace sur le secteur agricole, qui représente quand même 14% de l'économie, mais le riz ne représente pas l'ensemble des 14%, mais surtout l'économie est diversifiée, puisque l'industrie représente 45% de l'économie indonésienne, et les services près de 41%. Et donc, mis à part l'agriculture, quels sont les points forts dans cette économie indonésienne qui peuvent peut-être lui permettre de renforcer son essor ? Alors, l'économie indonésienne a véritablement évolué à partir des années 90. Aujourd'hui, près de 80% de l'économie, ce sont des entreprises privées, notamment des multinationales, qui sont actives dans du pétrole, du gaz, également dans des sociétés du textile, mais également de la chimie ou bien des télécoms, qui exportent principalement vers le Japon, la Chine ou Singapour, et qui importent principalement de Chine, de Singapour ou du Japon. Donc aujourd'hui, on a une économie diversifiée, très solide, et d'ailleurs les marchés financiers, que ce soit Moody's, Fitch ou Standard & Poor's, le reconnaissent. Par exemple, le rating aujourd'hui de l'Indonésie est un BB+. Merci beaucoup Lionel Fritzfeld pour ces précisions. On s'intéresse maintenant à la Tunisie, non pas sous l'angle, comme souvent, de l'insécurité et du marasme économique, mais sous celui de l'innovation, avec l'idée originale d'un ingénieur, une éolienne en forme de parabole qui capture 2 fois plus d'énergie qu'une éolienne classique. Jonas Ittruk nous fait découvrir la Safonienne. Regardez. À première vue, cette drôle de machine ressemble à une sorte de grosse parabole. Pourtant, elle pourrait bien révolutionner le monde des éoliennes. Son nom, la Safonienne. Sa particularité, elle est dépourvue de pales et ne fait pas un mouvement de rotation, mais en 3 dimensions, inspiré du voilier. Une technologie particulièrement rentable selon son créateur, le Tunisien Anis Awini. La rentabilité, plutôt la performance de la Safonienne se traduit sur 2 niveaux. Sur le plan technique, donc elle a un meilleur rendement que celui de l'éolienne conventionnelle. Presque, on a pu atteindre sur le plan pratique 1,7 fois l'éolienne conventionnelle. Et sur le plan économique, c'est une machine qui s'avère beaucoup moins chère que l'éolienne conventionnelle. D'après les tests réalisés, la Safonienne est capable de capturer 2 fois plus d'énergie qu'une éolienne classique. Elle parvient ensuite à en transformer près de 80% en électricité. Et ce, quelle que soit la vitesse du vent. Une innovation qui fait la fierté de tous ceux qui travaillent pour Safon Energy. Car dans le pays, le chômage touche plus de 15% de la population active. Désespérés, plus de 75% des jeunes travailleraient dans l'économie informelle, selon une étude du Bureau de l'emploi en Tunisie. Une équipe jeune tunisienne, c'est une fierté pour nous. Ça prouve que, voilà, c'est une démonstration qu'on peut faire des choses, que cette jeunesse tunisienne elle a les moyens intellectuels et émotionnels pour oser, pour risquer dans des sentiers nouveaux et être à la hauteur du défi. Depuis sa création en 2012, la Safonienne a reçu une dizaine de récompenses. Dernière en date, le Gulfstream Navigator, un prix qui revient aux sociétés qui ont un impact positif sur la santé, l'environnement ou l'économie. Le tout en respectant les différentes cultures à travers le monde. Une belle récompense et des partenariats qui ne devraient pas tarder. C'est l'heure du Media Watch. Un chiffre à la une de la revue de presse, 35 milliards de dollars. C'est le montant de l'aide fournie par les États-Unis au reste du monde en 2014. Bonjour Jonas Ittruk. Bonjour David. Alors, qui en sont les principaux bénéficiaires? Oui, 35 milliards de dollars d'aide versés à quelques 140 pays à travers le monde. Mais tous les États ne reçoivent pas la même somme. Donc, pour savoir comment cet argent est réparti, Business Insider a repris une étude menée par le site howmuch.net. Et on apprend par exemple que les plus gros bénéficiaires, eh bien, ce sont les 2 alliés des États-Unis au Proche-Orient, Israël qui a reçu en 2014 un petit peu plus de 3 milliards de dollars et ensuite l'Égypte avec 1,5 milliard de dollars. En ce qui concerne les domaines dans lesquels cet argent est dépensé, eh bien en haut de la liste on retrouve la santé avec un petit peu plus de 8 milliards de dollars. Ensuite tout ce qui est militaire, près de 6 milliards de dollars. Après vient le soutien économique pour 4,6 milliards de dollars et enfin l'aide au développement 2,5 milliards de dollars. Ça fait beaucoup pour cette aide fédérale américaine. Donc,
On termine maintenant avec la Coupe du Monde de rugby qui s'est terminée donc le week-end dernier. Alors les All Blacks, no comment, les champions absolus. Mais qui sont les gagnants économiques, Johanna ? Eh bien, tout d'abord, il y a World Rugby, l'organisateur de la Coupe du Monde, qui a empoché 150 millions de livres. Ça fait environ 210 millions d'euros. Ensuite, il y a évidemment le pays qui a accueilli l'événement, le Royaume-Uni. Grâce à la visite de plus de 450 000 étrangers, les Britanniques estiment avoir gagné au moins 1 milliard de livres, autour de 1,4 milliard d'euros. C'est un record. Et les autres grands vainqueurs de cette compétition, eh bien, ce sont les chaînes de télévision qui ont retransmis tous les matchs. En France, il s'agit de TF1. Malgré la défaite des Bleus en quart, donc face aux All Blacks, les téléspectateurs ont été très nombreux. Par exemple, lors de la finale, la chaîne a rassemblé 8,5 millions de Français, ce qui a représenté une part de marché de 54%. Donc entre la publicité, les parrainages et aussi la revente de certains matchs à Canal+, eh bien la Une devrait largement pouvoir rembourser les 40 milliards d'euros dépensés pour s'offrir cette compétition. Jackpot. Merci beaucoup, Johanna. Et à très bientôt. À bientôt. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. Gros plan notamment sur l'investissement responsable. Et l'info continue. Restez avec nous.